Voilà, bonsoir. Bienvenue à cette soirée consacrée à la photographie. Nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Achdorfer, qui est la nouvelle directrice du musée Élysée Lausanne, musée de la photo que vous connaissez tous sans doute. Nathalie est une historienne de la photographie. Elle a travaillé une dizaine d'années au musée du Locle. Elle en a été la directrice et elle a organisé pendant son directorat au Locle toute une série d'expositions qui a vraiment mis ce musée un peu sur la carte des musées importants pour la photographie, et notamment les expositions sur la montagne. Et la montagne exposition dont je me rappelle, la montagne magique et la montagne mystique. Et puis, quand elle était au Locle, elle s'est occupée aussi d'un festival qui s'appelait Plus 1000, un festival de photographie qui se passe dans la moyenne montagne. Ça a commencé à Rossinière, pas tout à fait dans la région du Locle, dans les Préalpes vaudoises, et ça a continué ensuite dans la vallée de la Brévine, près du Locle. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, un ouvrage sur la photo de mode, un ouvrage sur un dictionnaire de la photographie. Sans plus attendre, je laisse la parole à Nathalie. Merci. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation, et en effet, ça fait quelque temps que nous cherchions cette date, donc je suis ravie d'être avec vous ce soir. Merci pour cette présentation, ces quelques mots que vous venez de donner. Et en effet, c'est à l'initiative de Christian Maurice, que je salue ici, que je viens vous parler ce soir de photographie de mode, qui en effet est un sujet qui m'occupe depuis quelques années déjà. Je suis historienne de la photographie, donc ce soir je suis là pour vous montrer des photographies, vous montrer beaucoup d'images, donc j'espère que voilà, vous allez être inspirés par cette quantité d'images que j'ai là amenées avec moi. Je profite de faire un petit peu de publicité. Voilà, j'ai pris la direction de Photo Élysée, le musée de la photographie de Lausanne. Venez nous voir, nous sommes là, nous avons déménagé la belle maison de l'Élysée. Voilà notre nouveau bâtiment, musée dédié à la photographie, hein, comme c'était le cas avec le musée de l'Élysée, mais avec de nouveaux espaces. Pour ceux qui étaient venus nous voir à notre ancienne adresse, voilà à quoi ressemblait le musée de l'Élysée. Donc aujourd'hui, nous sommes là. Évidemment, ce musée de la photographie, aujourd'hui, n'a plus à prouver la place de la photographie parmi les beaux-arts, comme étant un lieu qui organise des expositions où la photographie est vraiment sur les murs. Ce n'était pas tout à fait le cas quand le musée de la photographie, le musée de l'Élysée, a été fondé en 1985 par Charles-Henri Favreau. C'était une époque où il fallait quand même défendre cette présence de la photographie dans un musée. À cette époque-là, il s'agissait encore d'affirmer notamment la photographie d'auteur. Le monde anglo-saxon, notamment aux États-Unis, avait pris un petit peu d'avance par rapport aux expositions de photographie, mais c'est vrai qu'en Europe, il y avait très peu en fait, de musées qui étaient consacrés à ce médium. Comme vous l'avez entendu, j'ai dirigé ces dernières années un musée des Beaux-Arts, le musée des Beaux-Arts du Locle dans le canton de Neuchâtel, musée qui s'appelle Musée des Beaux-Arts. Et à mon étonnement, il n'avait jamais exposé de photographie. La photographie étant ma spécialité, il est vrai que ma programmation n'était pas uniquement tournée sur la photographie, mais j'y ai donné une grande place. Pour moi, il était important d'amener la photographie dans un musée des Beaux-Arts. Aujourd'hui, ça semble naturel, d'ailleurs la Fondation Bayler le fait aussi, hein. Mais ces photographies, elles m'intéressent beaucoup parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, et notamment quand on travaille dans un musée de la photographie, ça peut être un peu différent d'un musée des Beaux-Arts. Ici, une exposition qui a eu lieu au Locle de l'artiste Hiroshi Sugimoto. Hiroshi Sugimoto, c'est ce grand artiste photographe japonais qui nous appelle à contempler, à nous arrêter, à s'asseoir et à
rêver devant sa photographie, mais la photographie, ce n'est pas que ça, évidemment. Et aujourd'hui, je suis là pour vous montrer d'autres types de photographies, pas uniquement des photographies artistiques. La photographie, elle a cette capacité de voyager. Elle se déplace aussi au niveau des formats. Ce n'est pas comme un tableau où il est assez compliqué. En tout cas, ça demande un certain soin de le déplacer. Une photographie, c'est un multiple. Ça peut être tiré à différents formats, ça peut prendre la forme de papier peint et ça peut s'adapter à différents lieux. C'est ce qui est intéressant aussi. Et encore un peu de publicité, nous sommes là en plein accrochage et la semaine prochaine, jeudi prochain, nous ouvrons notre nouvelle saison autour d'un thème qui nous intéresse en particulier quand on pense en termes de vision, c'est le thème du flou. Voilà notre prochaine affiche et on a une grande histoire de la photographie à travers cette question du flou que nous allons présenter. Mon métier d'historienne de la photographie, je dois dire qu'il a beaucoup changé depuis qu'Internet est avec nous et surtout depuis que nous avons en permanence nos téléphones sur nous, des téléphones qui nous servent presque plus aujourd'hui à faire d'autres choses que de téléphoner. Et notamment, ce sont évidemment, vous le savez bien, et je suis sûre que vous le faites aussi, ce sont des caméras en puissance. La photographie, elle est là partout avec nous, elle nous accompagne. Et évidemment, en tant que spécialiste de la photographie, pour moi, il est important de réfléchir aussi à toutes ces diffusions d'images. Instagram, cette application que vous utilisez peut-être, ou peut-être que vous l'avez déjà vue, a été créée en 2010. Mais il y a aujourd'hui, et les chiffres... ils évoluent beaucoup, mais il y a 1 million d'utilisateurs qui utilisent cette application-là en particulier pour partager des images. On n'a pas besoin d'être professionnel, on n'a pas besoin d'être vraiment un photographe qui passe par différents médias et qui a été repéré par des professionnels, comme c'était le cas auparavant. Avec le numérique, n'importe qui peut prendre une image. On est sur Internet et on peut la poster, la partager, pas seulement avec nos amis et notre famille, mais avec potentiellement des millions d'inconnus. C'est ce qui fait le succès d'une application comme Instagram. Ce qui m'intéresse, moi, spécialiste de la photographie, c'est de me rendre compte que quand j'ouvre ma page Instagram le matin, j'y trouve à la fois des images peut-être de professionnels, de personnes qui sont vraiment dans ce métier, mais en même temps, beaucoup d'inconnus sont là et tout vient sans hiérarchie et potentiellement, devant mes yeux, je peux découvrir des images de personnes que je ne connais pas et qui ne sont en particulier pas dans le milieu de la photographie. Évidemment, il y a avec le numérique, avec ces caméras, ça a aussi facilité grandement la prise d'images. C'est devenu très très facile, ça ne coûte pas. Bon, ce qui coûte, c'est le téléphone, mais une fois que vous avez le téléphone, vous pouvez prendre potentiellement des centaines d'images tous les jours. Et ces images, avec Internet, elles circulent. Il y a quelques années, je me souviens, j'avais été frappée par cette installation que peut-être certains d'entre vous avaient vue. Eric Kessel, c'est un curateur, artiste qui était venu faire cette installation où il avait imprimé sur papier les images qui avaient été postées en 24 heures sur une application qui est aujourd'hui en train de mourir, qui était un peu l'ancêtre d'Instagram, qui s'appelait Flickr, qui avait été lancé en 2004, donc avant Instagram, c'est la même époque que Facebook. Et en 24 heures, 350 000 images y avaient été postées. Et pour qu'on se rende compte, parce qu'évidemment quand on voit les chiffres, c'est un peu abstrait, pour qu'on se rende compte vraiment de la quantité d'images qui sont produites, il avait décidé, sans faire de sélection du tout, de toutes les imprimer au même format carte postale, et de remplir une pièce que vous voyez là avec ces 350 images qui ont été mises comme ça en ligne
sur uniquement une journée. Ça donne une idée de la quantité. Alors évidemment, il n'y a pas qu'Instagram ou Flickr, il y a Facebook, hein, qui a aussi une application qui est en train de peut-être vieillir un peu, mais là aussi, on se rend compte qu'une grande application de ce type d'image, c'est plutôt une application de photographes amateurs où chacun on peut y poster des images de notre choix, et il y a un mot notamment qui est même entré dans les dictionnaires qui est le selfie, hein, cet autoportrait. C'est pas quelque chose qui évidemment n'existait pas dans l'histoire de l'art, mais aujourd'hui on se rend compte que cette façon que nous avons de nous regarder à travers l'image et de poster nos propres images fait vraiment intégralement partie de cette expérience que nous avons au quotidien de la photographie. Les grandes stars aussi font leur propre selfie. Si vous reconnaissez peut-être Kim Kardashian, qui évidemment m'interpelle beaucoup, parce que Kim Kardashian, si vous allez voir le nombre de personnes qui la suivent, on est aujourd'hui, j'ai regardé encore hier soir au mois de février 2023, à 346 millions de personnes qui regardent ses autoportraits, ses propres selfies. Je ne sais pas si c'est très intéressant. Il y a Cristiano Ronaldo qui la dépasse, mais voilà, c'est tout ça pour vous dire à quel point, en tant que conservatrice, directrice de musée, conservatrice, historienne de la photographie, on pense nos expositions, notre choix en lien, voilà, on a une sorte d'autorité comme ça, mais on se rend compte que la plupart des images, et c'est toujours bien de le rappeler, qui sont prises et qui sont partagées aujourd'hui à l'ère d'Internet, eh bien, ce ne sont pas des images qu'on va trouver forcément sur les murs du musée. Voilà, ces photographies, si on commence un peu à regarder cette expérience que nous avons de l'image, ce n'est pas uniquement l'époque d'Internet et des réseaux sociaux qui nous a amené l'image de notre quotidien. Évidemment, la photographie, elle occupe nos rues depuis très longtemps. Elle est là, elle tapisse les murs de nos villes depuis le XXe siècle. Cette photographie, elle a cette capacité de pouvoir être agrandie, elle est reproductible, elle peut s'adapter à différents formats, et elle a cette puissance, cette photographie-là a la puissance de nous interpeller. Et ce qui me frappe aussi, c'est que même si on n'est pas intéressé à voir ces publicités, forcément, ça a un impact, peut-être inconsciemment parfois, mais ça a un impact quand même sur notre vie. Ces images-là que nous côtoyons dans notre quotidien, un impact sur notre vie. Il y a eu cette tradition, avant de partager des images sur Internet et avec nos écrans de téléphone, on s'envoyait des cartes postales. C'est aussi de la photographie, hein, ces images qui diffusaient à des milliers et des milliers d'exemplaires, hein, qu'on partageait avec nos proches, qu'on envoyait. Il y a aussi les livres qui sont un support très important dans l'histoire de la photographie et qui le restent aujourd'hui. Voilà, moi je suis là avec ma casquette historienne de la photographie, qui travaille dans un lieu d'exposition, un musée où on pense l'image pour les murs, mais une grande partie de l'histoire de la photographie, elle se situe sur la page imprimée et notamment dans les livres. D'ailleurs, l'histoire de la photographie, on pourrait dire, a débuté notamment par une publication. Là, je vous montre l'un des tout premiers livres de l'histoire de la photographie par l'un des inventeurs de la photographie, William Henry Fox Talbot, qui avait sorti en 1844, donc on est juste à la naissance de la photographie, ces petits livres où il avait compris l'intérêt de la photographie reproductible, c'est qu'on peut la reproduire à plusieurs exemplaires, elle peut prendre place sur un livre et ensuite on peut avoir plusieurs exemplaires de ces livres. Avant lui, quelques mois avant lui, j'aime bien le rappeler, c'est là que l'histoire elle est toujours en train d'être écrite. Une femme, un photographe, un nom qui est venu à nous un peu plus récemment, Anna Atkins, qui était une contemporaine de William Henry Fox Talbot, qui était pour moi l'une des premières photographes, et qui a créé aussi sous forme de livre ce travail autour de la botanique, mais on était déjà dans les prémices donc, de la photographie. Tous les grands photographes rêvent d'avoir des livres,
Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve déjà tout au long du XXe siècle. Les Robert Frank, Henri Cartier-Bresson, William Eggleston, tous les grands noms qu'on trouve dans les histoires de la photographie, à un moment donné dans leur carrière, il y a une étape importante qui se fait à travers un livre. Et aujourd'hui, les jeunes photographes, les photographes qui sont nés à l'ère d'Internet et qui passent leur journée devant leur écran, eux aussi, ils rêvent de photographie sur papier, quelque chose évidemment beaucoup plus permanent avec le livre. Ce qui m'intéresse aussi quand on parle de livres, il y a une vraie communauté de personnes qui adorent et qui collectionnent ces livres de photographes. Il y a même un mot qui est entré dans le jargon, on parle maintenant de photobooks. Et le musée de l'Élysée, notamment Photo Élysée à Lausanne, nous avons une très grande collection de livres consacrés à la photographie, plus de 30 000 ouvrages. Et certainement, les photographes eux-mêmes sont les plus grands collectionneurs aussi de livres. J'avais fait l'exercice il y a quelques années où j'avais contacté quelques grands noms de la photographie, Hiroshi Sugimoto, Lee Friedlander, William Klein, etc. Je leur avais demandé simplement de me faire une photo, même avec leur téléphone à l'époque, de leur bibliothèque pour qu'ils me montrent les livres de photos qu'ils collectionnaient. C'est un autre projet peut-être à faire un jour. Ce serait intéressant d'étudier ces bibliothèques d'artistes. Pour rester sur le papier, évidemment, on a parlé donc des livres, on a parlé des cartes postales, mais il faut évidemment parler des journaux, de la presse. Pendant longtemps, et encore c'est le cas aujourd'hui, les actualités, elles arrivent sous forme d'images, et la presse écrite, encore le cas aujourd'hui, tant qu'on a encore des journaux, fait la part belle à la photographie. Typiquement là, voilà des unes de cette semaine ou d'aujourd'hui même, où on voit à quel point la photographie elle est très importante. Un journal comme Le Monde, qui ne mettait jamais de photographie dans le journal, s'y est mis aussi. Libération a cette tradition depuis longtemps. La une est toujours très importante et c'est toujours une image. Mais c'est vrai que de plus en plus, on se rend compte que pour que les journaux puissent vendre aussi, la photographie est une partie importante. Et cette photographie de presse, ça fait partie aussi des réflexions qui m'occupent beaucoup. Même en tant qu'historienne de la photographie ou directrice de musée, on doit regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la photographie de presse. Hier soir, je suis allée sur Google Images, j'ai écrit simplement le mot Ukraine, et voilà ce que mon écran m'a présenté. Et là aussi, c'est assez intéressant d'analyser un peu quel type d'image vient vers nous. Je vous en montre quelques-unes. Ça fait 1 an que nous parlons au quotidien de cette guerre que traverse l'Ukraine, qui nous préoccupe évidemment beaucoup. Mais quand on regarde au niveau des photographies qui sont produites, là une image qui date du mois de janvier, mais si on reprend un peu le fil de cette année que nous venons de vivre, on a des images très très fortes qui, même sans légende, sans commentaire, nous racontent aussi cette guerre avec des images assez puissantes. Même sans légende, on comprend les déplacés, on comprend la fuite, on comprend l'urgence. Vous vous souvenez certainement de cette photographie de Mariupol en mars qui avait fait la une de toute la presse. Et en tant qu'historienne de la photographie, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à l'histoire et de me rendre compte qu'il y a des images qui se répètent. Quand je vois cette photographie de ce jeune photographe, Raphaël Millac, qui est un photographe de l'agence Magnum, je pense à cette photographie de Werner Bischof, un autre photographe de Magnum, qui a travaillé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, on est juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Aussi, je pense à cette image de Mariupol qui a fait la une. Eh bien, je pense aussi à cette autre photographie de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les choses aussi, dans la construction de l'image, les choses se répètent. Cette page imprimée, elle nous occupe beaucoup et il ne faut pas l'oublier, elle a permis à des photographes véritablement de vivre. C'est un métier. Ces images sont entrées dans les livres d'histoire, mais avant tout, elles étaient là dans notre presse. Il y a une grande tradition
pour la photographie, pour l'histoire de la photographie, et là on remonte à la Première Guerre mondiale, d'illustrer l'état de notre monde à travers la photographie. Cette longue introduction pour arriver à mon sujet aujourd'hui, qui est la photographie de mode, parce que là aussi, pourquoi je suis là à vous parler de photographie de mode? Avant tout, cette photographie de mode, photographie plutôt frivole, où il y a une grande tradition, hein, qui était là uniquement sur les pages de nos magazines que nous achetions voilà, chez le marchand de journaux ou que nous lisions chez le coiffeur ou chez le dentiste. Ces magazines-là, il y a aussi toute une tradition importante. Et là aussi, on se rend compte qu'il y a toute une construction de l'image qui est intéressante. Et pourquoi ces images, vous voyez, en fait, c'est que des couvertures, il n'y a que des visages. Et là aussi, c'est assez intéressant de réfléchir comment on cherche à vendre, puisque les magazines, on cherche évidemment des lecteurs, donc des personnes qui vont venir et acheter le magazine, soit par abonnement, soit en kiosque. Qu'est-ce qui va faire pour qu'on décide d'acheter ce magazine? Ce qui est intéressant, contrairement au livre, un magazine, ça se remplace. Un magazine, on sait qu'il y aura un prochain numéro, on le feuillette, on le parcourt rapidement et on le jette. Et les rédacteurs de magazines le savent très bien, donc quelque part on doit attirer l'œil. On vend assez bon marché un exemplaire, ça s'adresse à tout le monde, hein, des gens qui ont de l'argent comme des gens qui n'ont pas d'argent. Hein. C'est aussi assez intéressant de réfléchir cet accès très démocratique en fait à la photographie qu'on peut emmener à la maison, qu'on peut avoir dans notre salon. On n'a pas besoin d'être collectionneur d'art pour faire entrer ces images dans notre domicile. Et puis parfois, on trouve aussi des pages déchirées de ces magazines qui pouvaient même, à une certaine époque, tapisser les chambres de nos adolescents ou adolescentes. Il y a une grande tradition du magazine de mode et j'ai travaillé sur ce sujet il y a une dizaine d'années. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment la photographie, elle va devenir un genre en soi. Là, je vous montre la première couverture, la toute première couverture du Vogue américain, qui est donc né en 1892, la même époque, le Harper's Bazaar va naître aux États-Unis. Et ce qui m'a frappée comme historienne de l'art, là, c'est de voir le soin des premiers numéros pour la couverture. C'est une époque où la photographie couleur n'existait pas, et comme la photographie couleur n'existait pas, eh bien, on s'adressait à des illustrateurs, et ces illustrateurs de mode étaient payés et donnaient le plus grand soin à leur illustration, qui était vraiment commandée pour les couvertures de magazines, parce que, évidemment, les premiers rédacteurs savaient déjà à cette époque-là que pour vendre, il fallait des belles couvertures, qui sont, à mon avis, là vous avez quelques exemples des années 1920, absolument magnifiques. Il va falloir attendre un petit peu de temps. La photographie, elle est née au 19e siècle, mais pour qu'elle se retrouve vraiment en couverture, et il va falloir attendre 40 ans plus tard, 40 ans après le premier Vogue. Là, c'est la première couverture couleur avec une photographie, c'est le photographe Edward Steichen. Au niveau de la technique, au niveau de la mise en place de cette technique photographique, d'une photographie couleur, ça a demandé un peu de temps. Donc, ce qui était assez intéressant, c'est de voir que la photographie, elle va d'abord entrer dans les magazines par l'intérieur avant de se retrouver en couverture. Cette photographie prise par Edward Steichen, qui est un photographe sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis de nombreuses années, c'est une histoire assez intéressante parce que ce photographe n'était pas photographe de mode à l'origine. Il avait lancé sa carrière comme artiste de manière générale. Il faisait de la photographie artistique qui était destinée plutôt au mur. Et là, je vous montre un travail de jeunesse de son époque pictorialiste avec des très beaux paysages. Vivant aux États-Unis, il s'est installé à New York très jeune, quand il avait 20 ans. Là, vous voyez une image qui est entrée dans toutes les histoires de la photographie, du Flatiron Building. Donc en 1904, au moment où ce Flatiron vient d'être construit.
Mais ce que je veux vous montrer là, c'est la qualité de l'image, de la photographie. On n'est pas dans une photographie, vous voyez, interne. Au contraire, il y a vraiment une volonté de travailler l'ambiance, cet aspect un peu flou qu'on va justement valoriser dans notre prochaine exposition. La même photographie, vous voyez, on pouvait en faire des tirages différents. Il y avait une vraie volonté d'amener une touche très artistique. Ce jeune Edward Steichen, quand il a 20 ans, il se considérait à la fois comme peintre et comme photographe. Mais il voulait vraiment qu'on le considère comme artiste. Et là, c'est une photographie, un autoportrait qu'il a fait en 1902. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il se représente en peintre. Vous voyez, il a un pinceau dans les mains et la palette. Et donc, il y avait une vraie volonté d'affirmer que la photographie, c'est un art. Pour gagner sa vie, il va faire des portraits photographiques des grandes célébrités. Et là, notamment, vous voyez un portrait de Richard Strauss lors de son premier voyage aux États-Unis. On est en 1904. Mais en même temps, comme artiste, il savait faire d'autres genres que du portrait. Il savait faire du nu. Hein. Le nu est un genre classique de l'histoire de l'art. Et ce nu, on le trouve évidemment parmi les photographes qui vont reprendre tous les codes qu'on trouve dans la peinture. Ce nu, on va le trouver dès l'origine au XIXe siècle, lorsque la photographie va naître. Je vous montre quelques exemples de photographies qui sont complètement dans l'esprit que pouvaient faire à l'époque les peintres. Le même Edward Steichen va poursuivre son éducation artistique et il va vraiment tout faire pour prouver que la photographie est un art, et notamment il va venir à Paris, faire le voyage à Paris. On est toujours au tournant du siècle, on est en 1902-1903. Il va rencontrer le grand artiste Rodin qu'il va photographier. Et puis là, on est face à une photographie où il représente l'artiste Rodin que vous voyez face à son penseur, et derrière lui un bas-relief de Victor Hugo. Et ces images, en fait, cette image, il a pu la créer en réunissant sur un même tirage 3 négatifs. D'une part, le portrait de Rodin de profil, une photographie qu'il a faite du penseur et une photographie qu'il a faite du bas-relief de Victor Hugo. Donc vraiment, c'était une façon de manipuler, créer, fabriquer la photographie, tout en continuant à travailler plutôt pour la bourgeoisie et créer des portraits de personnalité. Ces portraits de personnalité, c'est un vrai gagne-pain pour les photographes. Et là, dès l'invention de la photographie, ça va devenir une voie importante. Les studios de photographes vont s'installer dans toutes les villes. Et là, je vous montre l'un des studios les plus importants au milieu du 19e siècle, celui d'Eugène Disdéry à Paris, où toute la bourgeoisie venait poser. Et pourquoi je vous montre cette image avec plusieurs images, c'est qu'à l'époque, comme la photographie, je le rappelle, c'est l'avantage qu'elle a sur la peinture ou le dessin, c'est qu'on peut la reproduire. Eh bien, on cherchait aussi à créer des images bon marché. Donc, Eugène Disdéry, on est en 1850, il a développé une technique qu'il appelle la carte de visite, où il avait sur une même plaque plusieurs images qu'il pouvait imprimer. Après, on découpait les tirages et comme ça, la personne, elle pouvait repartir à la maison avec 6 à 8 portraits. Donc, ça permettait de rentabiliser en fait ce moment de prise de vue. Si vous deviez faire venir un peintre à la maison, évidemment, c'était beaucoup plus long, plus fastidieux et beaucoup plus coûteux. Et donc, les célébrités, on les photographie, puis ces célébrités, évidemment, on cherche à les valoriser et à diffuser cette image. Et la photographie permet donc de diffuser, et ces cartes de visite étaient distribuées très largement. Ici, je vous montre un très beau portrait de Sarah Bernhardt, qui était donc évidemment une célébrité à l'époque, quand le grand photographe Nadar la photographie, mais c'était une image qui était diffusée, qu'on voyait, qui n'était pas uniquement destinée à une seule personne. Edward Steichen, pour revenir à ce photographe américain, qui travaillait donc sur commande, il devait gagner sa vie. Là, il y a une anecdote assez intéressante. On l'a invité à faire un portrait photographique du grand banquier
John Pierpont Morgan de la banque Morgan, mais ce banquier avait très peu de temps, il ne voulait pas poser pour un peintre. Mais ce qu'il voulait à la fin, c'est d'avoir un beau portrait peint, donc une peinture qui pouvait décorer son intérieur. Mais comme il ne voulait pas rester, je sais pas, plusieurs heures face au peintre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé le jeune Edward Steichen, qui avait une vingtaine d'années à l'époque. On lui a dit, tu vas venir faire le portrait photographique. Il suffit de prendre une demi-heure et le portrait sera prêt. Et ensuite, ce portrait photographique, on va le donner à un peintre qui va en faire un grand tableau qui va décorer l'intérieur. C'est assez amusant, c'est que le tableau, on l'a oublié, il existe, mais il a complètement disparu, alors que cette photographie, elle est entrée dans l'histoire de la photographie et est vraiment devenue comme une œuvre importante, en tout cas à la fois pour représenter Morgan et puis également pour illustrer le travail du photographe Steichen. Comme il cherche à gagner sa vie, eh bien, il y avait les photographies de commande avec les célébrités, les personnes qui pouvaient payer pour poser. Et puis, il y avait la photographie de mode. Cette photographie de mode, ce n'était pas un métier qui existait, mais parallèlement au développement des couturiers qui cherchaient à faire de la publicité autour de leur collection, eh bien, là aussi, ils avaient besoin d'images qui étaient faites de manière beaucoup plus rapide que si on demandait à un illustrateur ou à quelqu'un qui venait faire des esquisses. Et puis, la photographie, elle avait cet avantage d'être quand même très représentative de la réalité, très proche, vraiment descriptive par rapport à ce qu'on voulait montrer, par exemple, d'une robe. Et donc, ce métier de photographe de mode qui n'existait pas, eh bien, il va se mettre en place petit à petit au début du siècle. Et ce même photographe, Edward Steichen, va aller visiter Paul Poiret, le grand couturier parisien. Il va entrer dans le studio de Paul Poiret et il va faire notamment, c'est ce qu'on retient, il y en a eu d'autres, mais ces deux images que nous avons qui ont retenu jusqu'à aujourd'hui, il va faire ces deux photographies qui étaient là pour valoriser, présenter, représenter la mode, les robes de Paul Poiret. Et ces deux photographies vont être publiées dans un magazine qui s'appelle Art et Décoration. On est en 1911, à une époque où, je le rappelle, la photographie de mode n'existe pas vraiment. Les magazines de mode existent, d'ailleurs elles existent depuis assez longtemps. Là je vous montre un des premiers magazines qui date du XVIIe siècle, qui s'appelait le Mercure Galant. En France, c'est un magazine qu'on peut aujourd'hui mettre dans cette catégorie de magazines de mode, où on représentait les habillements, les robes de la noblesse notamment. Suivi par un autre magazine qui va aussi prendre la suite de Mercure Galant au XVIIIe siècle, 19e, le journal des dames et des modes, où on a des illustrations qui sont là, avec des articles qui sont là pour présenter des robes, des accessoires, des coiffures. C'est dans ce contexte-là que va naître ce magazine Vogue, notamment aux États-Unis. Il va prendre exemple sur les magazines français, mais avec l'illustration. Et très vite, on va se rendre compte qu'on est au début du XXe siècle, et ce qui nous intéresse, c'est ce nouveau médium qu'est la photographie. Et cette photographie-là, eh bien, on va réussir à la reproduire. Elle va faire son entrée sur la page imprimée des journaux et des magazines. Et ce métier va s'inventer au début, dans les années 1910-1920, et les magazines, et là je vais vous parler beaucoup de Vogue parce que c'est le magazine que j'ai le plus étudié, va engager, va même salarier des photographes qui seront là pour illustrer la mode. Le premier photographe salarié, ça va être le baron de Meyer par le Vogue américain. Il va y avoir d'autres photographes que je vous présente là. On est début 1918-1920.
Pourquoi j'ai fait cette introduction auparavant pour vous parler du portrait de célébrité et de la photographie de mode et de l'image de la mode? C'est parce que le magazine de mode va réunir ces deux genres qui sont à la fois le portrait des gens beaux, des gens célèbres et des beaux vêtements. Et ce que vous voyez là, c'est vraiment le mariage de ces deux genres qui vont se réunir. Et ce même photographe, Edward Steichen, je reviens à lui, eh bien, va devenir l'un des premiers grands photographes de mode qui va travailler très activement, puis qui va lancer véritablement, qui va avoir une influence très forte sur ce genre de la photographie de mode, avec un impact, une portée très large aussi sur d'autres photographes. Quand il va entrer dans ce métier, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il est artiste, il a fait de la photographie de célébrité au début du siècle. Il avait une carrière de peintre qu'il cherchait à avoir. Il avait des expositions dans des galeries, mais ça ne marchait pas très bien. Et donc, il cherche du travail. Et dans les années, on est au début de 1920, il se trouve alors à New York, à la recherche d'un travail, il cherche de commandes, et il se rend compte que ce n'est pas en tant que peintre qu'il va obtenir de la commande, mais plutôt en tant que photographe. Il va déjeuner avec un certain monsieur qui s'appelle Condé Nast. Ce monsieur Condé Nast avait acheté en 1909 un magazine qui s'appelle Vogue. Ce Vogue que je vous ai montré tout à l'heure, qui est né en 1892. Et il va chercher à avoir des illustrateurs et des photographes et aussi des écrivains qui vont lui faire le contenu de ce magazine. Mais il va comprendre qu'il lui faut des gens qui savent faire des belles images puisqu'il faut vendre. Donc on sait qu'il nous faut des belles couvertures pour vendre, mais il faut aussi à l'intérieur donner envie par l'image. À nouveau, hein, on le voit que ça reste une occupation aujourd'hui. L'image nous fait vendre. Et donc il va aller non pas vers des techniciens, mais il va aller plutôt vers des artistes et proposer à ce monsieur Steichen de travailler pour Vogue. Mais il sait que Steichen, à ce moment-là, il est âgé de 40 ans, a déjà une carrière d'artiste, a fait des expositions en galerie avec ses peintures, a photographié des célébrités. Rappelez-vous le portrait du banquier Morgan. Donc il était dans ce cercle restreint de personnes célèbres à New York. Et puis il va lui dire, je sais que vous souhaitez plutôt être reconnu comme artiste. Moi, je ne veux pas que le travail pour le magazine péjore votre carrière d'artiste. Moi, la seule chose que je vous propose, vous cherchez un travail. Moi, j'ai besoin de quelqu'un comme vous qui savez faire de bonnes images. Vous me produisez des photographies en échange d'argent. Et puis, vous avez un salaire par ce travail. Mais vous n'êtes pas obligé de signer vos photographies parce que je comprends que ça peut poser problème par rapport à votre carrière d'artiste. Et ce monsieur Steichen, qui a vraiment besoin d'argent, qui veut absolument ce job, il lui dit, mais en fait, si je suis cohérent avec moi-même, je vais donner le plus grand soin à mes photographies et je vais donner le meilleur de moi-même pour votre magazine. Et donc, je suis prêt à signer mes photographies. Et c'est là qu'il y a cette fameuse phrase qui est entrée dans l'histoire de la photographie de mode, où monsieur Condé Nast va dire à Edward Steichen, faites de Vogue le Louvre, un Louvre. Faites de Vogue l'endroit où on va avoir des images artistiques. Et pendant les 15 années qui vont suivre, Edward Steichen va travailler nuit et jour pour le Vogue américain, où il va donner le meilleur de lui-même pour cette photographie, qui est une photographie de commande, une photographie commerciale, qui sert à illustrer donc le meilleur de la haute couture souvent française. Et puis en même temps, en parallèle, ce monsieur Condé Nast avait acheté un autre, qui est donc qui était à la tête d'un empire qui va devenir un empire de la presse écrite. Il a acheté un autre magazine qui s'appelle Vanity Fair.
Et donc, à la tête de Vogue, qui est l'antenne pour la mode, le Vanity Fair, ça sera plutôt la partie pour le portrait de célébrité. Et il va utiliser ce même Edward Steichen pour les deux magazines. Donc, il va être salarié de Condé Nast, de la maison Condé Nast. Aujourd'hui, cette maison d'édition existe toujours. Aujourd'hui, Condé Nast, c'est une trentaine de magazines qui se trouvent pas seulement aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde, et notamment toujours le magazine Vogue aujourd'hui, mais aussi Glamour, etc. Et le Vanity Fair que vous connaissez certainement aussi. Et donc ce Vanity Fair va aussi être un terrain de jeu pour Edward Steichen, mais là, contrairement au Vogue où il va montrer de la mode, on va y présenter d'autres personnalités. Je vous montre ce portrait de Winston Churchill qui donnait des conférences à ce moment-là aux États-Unis, on est en 1932. Et donc, pendant 15 ans, entre 1923 et 1937, M. Steichen va vraiment travailler activement. Il ne va pas être le seul photographe. Voilà, un autre photographe qui travaillait pour le magazine. Mais pour vous montrer le style de Steichen et la force des images de Steichen, ici vous avez une image de James Abbey qui a photographié deux danseuses de Broadway. Et ici, ce fameux portrait de Gloria Swanson, qui était une actrice très importante à l'époque, en 1924, une image aussi qui est entrée dans toutes les histoires de ce fameux portrait avec un voile qui se trouve au premier plan, qui est devenu une image iconique, mais qui a été faite vraiment pour le magazine Vogue. Je vous montre rapidement, pour vous montrer la panoplie d'images qu'il faisait. On est dans les années Art déco. Là, il ne faut pas oublier qu'il y avait toujours une intention de présenter soit des bijoux, soit des robes, et on plaçait toujours les modèles qui n'étaient pas des mannequins professionnels à l'époque, mais plutôt des gens de la bonne société. Mais on les plaçait dans des intérieurs plutôt avec des très beaux mobiliers. Monsieur Condé Nast, qui habitait sur la 5e avenue à New York, mettait souvent à disposition son propre appartement pour les prises de vue. Et donc, pendant 15 ans, quand je dis il travaillait nuit et jour, je pense que c'est à peu près ça. Il y a plus de 15 000 photographies qui vont être prises par ce Edward Steichen, puisque tous les mois, c'est ça que j'ai oublié de dire, tous les mois, on a un nouveau numéro. Donc les images qu'on prend, elles ont une durée de vie très très courte. On les met, on les imprime, et puis ensuite elles sont remplacées le mois suivant par d'autres. Et il y a une autre idée qui est venue là de Monsieur Condé Nast que je trouve très intéressante, c'est que le métier, comme je vous le disais, de mannequin n'existait pas, mannequin professionnel, et on était un peu ennuyés parce que ces bourgeoises qui étaient en effet peut-être très belles et qu'on voulait photographier dans leur intérieur, le problème c'est que les photographes avaient besoin de personnes qui étaient à l'aise devant la caméra, qui savaient poser. Et finalement, le studio du photographe était plus proche d'une scène de théâtre que de simplement se trouver à l'intérieur chez quelqu'un, dans un intérieur domestique, et puis ensuite d'essayer de faire poser cette personne. Et Monsieur Condé Nast a eu cette brillante idée qui va vraiment porter ses fruits, c'est de proposer à des jeunes actrices de l'époque, comédienne de Broadway, puis après il va aller du côté de Hollywood, du cinéma muet d'abord, puis après vers le cinéma parlant, et il va proposer à ces actrices de poser pour le magazine Vogue, et il va dire aux photographes, et là vous allez avoir en face de vous des personnes qui savent jouer un rôle et qui savent se tenir devant une caméra ou devant un public. Et cette formule-là va vraiment faire le succès de la photographie de mode, qui va marier la célébrité, c'est-à-dire l'actrice, et la mode, avec évidemment la haute couture. Et là, peu à peu, ce métier de mannequin professionnel va se mettre en place, où finalement les actrices, les comédiennes vont apprendre à des jeunes filles qui petit à petit vont en faire comme métier mannequin, mais qui viennent plutôt du théâtre. Et finalement, les photographes auront à faire, ils vont pouvoir mettre en place dans leur studio, avec une vraie mise en scène,
des personnes qui posent, qui sont là et qui savent répondre à la demande des photographes. Et toujours en parallèle, dans le cas de ces magazines, on va continuer à faire des portraits de célébrités, qu'ils soient des hommes de lettres, des politiciens, Fred Astaire, des stars de l'époque, danseuses, Martha Graham. Et donc tout ce que je vous montre là, Katharine Hepburn du cinéma. Et ce qui m'intéresse dans cette image en particulier, c'est que l'actrice Katharine Hepburn, ici, elle pose en Chanel. Donc en fait, ça sert à la fois à la carrière de Katharine Hepburn, hein, c'est un accélérateur de carrière aussi, puisque ça lui donne beaucoup de visibilité d'être dans un magazine, et en même temps, ça valorise la mode. Voilà, je passe rapidement pour vous présenter. C'était intéressant pour moi de retourner aux sources de la photographie de mode et de réaliser qu'en fait, cette photographie de mode, elle est tenue par des gens qui viennent du monde de l'art. Je le répète, Edward Steichen avait une formation d'artiste, de peintre, il côtoyait des artistes, il avait exposé dans des galeries, et donc la façon dont il travaillait, il mettait en scène ces photographies qui sont de la photographie commerciale, et bien pour lui, c'était son éducation artistique qui lui a permis de composer ces images et de créer des mises en scène qui étaient extrêmement bien construites. Quand vous voyez une image comme celle-ci, vous voyez, il joue sur le noir et le blanc, cette idée de contraste, vous voyez la façon dont les deux modèles sont posés. Ce que je trouve aussi intéressant dans les photographies de Steichen, c'est que toutes les poses sont extrêmement bien pensées, les mains sont toujours placées d'une certaine manière, la position du visage, du corps. Parallèlement à cette photographie de mode qui devient un vrai métier, Monsieur Steichen, qui est vraiment un boulimique du travail, il va lancer un autre genre de photographie commerciale qui est de la photographie de publicité. C'est qu'on va venir vers lui quand on va voir le succès de ses photographies, et notamment des magazines. Et vous savez que les magazines ont besoin de publicité. Aussi, il n'y a pas que du rédactionnel. Dans un journal, il y a de la publicité aussi. C'est le début aussi de la photographie de publicité. Et le même Edward Steichen, en fait, il avait plusieurs jobs. Il était à la fois salarié de Condé Nast, il travaillait pour Vanity Fair et pour Vogue, mais il travaillait aussi pour des grandes marques de l'époque qui ont compris qu'utiliser la photographie, c'était aussi une façon pour eux d'augmenter leur chiffre d'affaires et de vendre leurs produits. Là, vous voyez une publicité pour les cigarettes Camel, magnifique, hein. Et on se trouve vraiment à une époque où la photographie, elle est là comme le médium moderne de la modernité par excellence, pour vendre le monde moderne et pour diffuser cette image qui donne envie et qui évidemment s'adresse à des consommateurs. Cette photographie, elle est au service du monde de la modernité, pas uniquement chez des gens qui travaillent dans la photographie commerciale. Et là, je fais un petit aparté, je reviens en Europe. Je vous présente ici le travail d'un Albert Engerpatsch, qui était un photographe allemand, qui s'appliquait sur cette photographie d'objets, notamment la photographie d'industrie, la photographie de nature. Et cet œil photographique, cet œil du photographe, cet œil de la modernité qui est vraiment au cœur de la photographie du XXe siècle, qui va faire le succès de la photographie du XXe siècle et qui va être diffusée par les livres, diffusée par les magazines, eh bien vous le voyez, on a une force de l'image qui est là et qui nous permet de nous parler d'un monde très très beau, qui soit un monde naturel comme ici ou le monde des animaux. J'aime beaucoup cette citation, alors je l'ai là en anglais, mais de Albert Engerpatsch, ce photographe allemand, qui dit que la vie moderne n'est finalement plus pensable en dehors de la photographie, et que la photographie, elle est complètement mariée à cette question de la modernité. Un autre grand nom de l'histoire de la photographie, Laszlo Moholy-Nagy, qui était
un photographe, artiste qui était aussi en Europe à cette époque-là et qui travaillait du côté du Bauhaus en Allemagne et qui enseignait et qui pratiquait aussi la photographie, a dit cette phrase que je trouve très importante, et on est à la fin des années 1920. L'analphabète de demain ne sera pas celui qui ignore l'écriture, mais celui qui ignore la photographie. C'est dire à quel point ce médium photographique est entré dans nos vies et là depuis, là, et on parle de 100 ans, d'il y a 100 ans, on est en 2023, et là on est exactement 100 ans plus tôt. Je vous ai montré tout à l'heure, on a parlé du magazine. Ce magazine, ce n'est pas que le magazine de mode, évidemment. On a parlé de la presse de manière plus générale. Un autre grand magazine français, ici le magazine Vue, qui existait entre 1928 et 1940, s'appuyait vraiment sur l'image photographique. Et on est vraiment dans une tradition où le succès de la presse écrite va vraiment être lié à la qualité de la photographie. Ici, on a un magazine allemand très engagé à gauche, Arbeiter Illustrierte Zeitung, qui a employé de grands photographes aussi. Vous connaissez certainement ce titre bien connu, le magazine Life, c'est le premier numéro qui a vraiment mis la photographie au cœur du magazine et qui vendait parce qu'on avait des photographies en couverture mais aussi à l'intérieur. Donc on est là dans un journal, enfin un magazine plus généraliste. Et donc vous voyez, Vogue appartient à cette grande famille des magazines du XXe siècle. Là je vous montre l'intérieur du magazine Vogue. Ici on est Vogue Paris. Là, je vous montre le Vogue Paris parce que ça aussi, c'est une histoire intéressante. Ce Vogue américain de M. Condé Nast, qui a tellement de succès, il va réaliser qu'il peut exporter ce magazine. Il peut s'adresser à un public beaucoup plus large que le public américain. Et donc, en 1916, il va lancer, M. Condé Nast lance le Vogue anglais, qui existe toujours, le British Vogue. Et donc, il va le lancer à Londres, en ouvrant un studio à Londres, en engageant d'autres photographes à Londres. Il va faire la même chose en 1920 à Paris. Donc, le Vogue français, évidemment, existe toujours aujourd'hui. Il faut savoir que dans les années 20, il y avait un Vogue Havana, il y avait donc à Cuba. Il y avait un Vogue Argentina qui a existé entre 1926 et 1928. Il y a eu un Vogue allemand aussi qui avait été lancé à la fin des années 20. Et tout ça, c'était M. Condé Nast lui-même qui a compris qu'il y avait un succès, il y avait un vrai métier avec différentes éditions. Et aujourd'hui, vous le savez certainement, le Vogue existe en italien, en russe, en chinois, en espagnol, en allemand, etc. Donc on est toujours dans cette tradition-là. Il y avait d'autres photographes, évidemment, qui ont travaillé en dehors de Edward Steichen, qui était basé, lui, à New York. Il faisait à l'époque l'aller-retour entre les États-Unis et l'Europe, et il était en contact, il a un peu formé une nouvelle génération. À Londres, on a un photographe qui s'appelle Cecil Beaton, qui va aussi faire l'aller-retour entre Londres et le studio de New York pour Vogue, mais qui était plutôt le photographe attitré pour le Vogue anglais. Si je vous montre ici cette image que je trouve très belle, vous voyez le photographe a pensé à la double page. C'est-à-dire que le sujet qu'il va faire là, il le prévoit vraiment pour la page de gauche et la page de droite. Donc les photographes savaient très bien qu'il ne s'agissait pas juste de faire une belle image, mais que cette image, elle allait être reproduite dans un magazine. Et ce magazine allait aussi travailler avec du texte. Donc notamment quand on fait une couverture, il faut laisser de la place aussi pour le texte. Un autre intérieur, là on est le 1er mai 1926, dans le Vogue Paris. Vous voyez l'image que vous connaissez peut-être, qui est celle de droite, qui est une photographie d'un photographe que vous connaissez certainement, qui s'appelle Man Ray. Voilà l'image. Cette image qui se trouve aujourd'hui dans la collection, notamment du Centre Pompidou, qui fait vraiment partie de l'histoire de l'art, je dirais. Eh bien, cette photographie, c'était une commande pour le Vogue Paris, pour illustrer un article que vous voyez là, qui parlait des crèmes de beauté.
pour la qualité de la peau. Donc, si vous lisez le texte de l'article, ça parle vraiment de la crème et pourquoi il était important à l'époque de mettre de la crème sur le visage. Et bien voilà l'image que M. Man Ray a créée pour le Vogue. Et Man Ray, qui, comme Edward Steichen, avait une éducation d'artiste et puis qui avait une œuvre d'artiste, ben pour gagner sa vie, son gagne-pain, c'était de travailler dans le monde de la mode. La génération qu'on suivit, formée par cette première génération de photographes, on a des gens comme George Reunigen-Huner. Vous voyez, là, on est, on est à la fin des années 20, on a quelque chose de très art déco, très beau, mais cet article servait à vendre des maillots de bain. C'est le début aussi des bains de soleil. On fait la promotion du bain de soleil et de mettre son corps en extérieur. Et il y a toute la promotion aussi, qui est encore un autre sujet dont on pourrait parler pendant 1 heure, de cette idée du corps très beau et sain. C'est un corps aussi qui va au soleil. Et évidemment, chaque fois qu'on a un numéro qui sort en été, on fait la promotion des maillots de bain. Là, vous en voyez un autre avec le photographe Horst P. Horst, qui est un élève de Reunigen-Huner. Un autre photographe que je voulais évoquer en passage, Erwin Blumenfeld, qui est un photographe lui aussi, qui était avant tout un artiste, qui appartenait même au cercle des surréalistes, qui est un photographe européen, qui, par manque d'argent, parce qu'en tant qu'artiste c'était difficile, hein, on peut exposer son travail en galerie, mais vous savez bien à quel point il est difficile de vendre, même à l'époque. Eh bien, comme gagne-pain, il était allé proposer ses services au Vogue français et il est venu s'installer à Paris juste à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, où il a été employé pendant 1 année, notamment pour le Vogue français. Là, une image qu'il a faite qui présentait des robes de soirée, où il a posé, vous voyez, les modèles sur un tableau de Seurat. Et ce même photographe, Erwin Blumenfeld, va ensuite faire le voyage sur New York. Et c'est intéressant, c'est qu'il y avait des rédactions à Paris, à New York, à Londres, mais les photographes faisaient souvent l'aller-retour à l'époque entre les 2 rédactions. Et ce monsieur Blumenfeld va se retrouver, alors il y a toute une longue histoire dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais il va se retrouver après la Deuxième Guerre mondiale à la tête de l'équipe de photographes du Vogue américain. C'est une époque où Edward Steichen a pris sa retraite. Steichen aura quitté Vogue en 1937. Après 15 ans, il se sentait vraiment essoufflé et il a voulu retourner à son activité plus artistique, je dirais, avec d'autres activités qu'il a fait aussi. Mais il a laissé sa place et ça a permis aussi la possibilité de faire entrer d'autres photographes comme Erwin Blumenfeld. Je vous montre cette image que j'aime beaucoup, qui date de 1945, qui est en fait la couverture du Vogue américain. Donc on est au mois de mars, où le Vogue américain, on est dans un magazine de mode, hein, n'oubliez pas, dit, si vous arrivez à lire le texte, « Do your part for the Red Cross ». Donc un magazine de mode qui s'adresse à des lectrices, qui incite les lectrices à faire quelque chose aussi dans l'effort de la guerre, et notamment pour la Croix-Rouge. Et vous voyez cet élément graphique très fort, très puissant. Mais ça reste une image de mode. Si vous regardez en arrière-plan, on a quelqu'un avec un chapeau, des gants, une très belle robe, très belle silhouette. Donc on est dans la photographie de mode. Ici, une autre photographie de ce même Erwin Blumenfeld, qui a travaillé pendant lui aussi 15 ans pour le Vogue américain. Il a fait énormément de couvertures très très belles. Je vous en montre quelques-unes qui pour moi sont absolument magnifiques. Il faut savoir que chaque fois qu'il faisait ces images, il savait que c'était destiné à la couverture. Donc il fallait vraiment y penser à l'impact de l'image. Et peut-être cette image que vous avez peut-être déjà vue, qui là aussi est entrée dans l'histoire de l'art. Vous voyez, vous avez une bouche, un œil, ce grain de beauté, cet œil de biche, hein, et qui était vraiment destiné à la couverture. On est en 1950, là encore, aux États-Unis. Cette fameuse couverture, mais vous voyez la puissance du travail photographique qui pour moi va en effet au-delà même d'une photographie d'illustration. Un autre photographe, un nom très célèbre, Irving Penn, qui va commencer aussi très jeune
comme photographe de mode. Il va entrer dans le Vogue américain en 1943. Il va entrer par la petite porte d'abord. Il va aider le directeur artistique et puis il va plutôt l'aider à être en tant que décorateur, à l'aider à faire de la mise en scène. Et puis petit à petit, le directeur artistique du Vogue américain, qui s'appelle Alexander Lieberman, va voir que ce jeune Irving Penn est très intéressé par la photographie, puis il va lui dire tant que tu y es, est-ce que tu ne ferais pas quelques photographies? Puis petit à petit, ce photographe, enfin cet assistant au directeur artistique qui est plutôt là pour mettre en place le studio et travailler sur les accessoires, va commencer à faire des photographies de mode notamment. Il va devenir l'un des plus grands photographes de mode du XXe siècle. Frank Orva, là on est en France, qui va faire toute sa carrière aussi dans la photographie de mode. On est en 1958 pour le Jardin des modes. Et cette tradition de la photographie de mode avec des gens qui vont vraiment faire carrière, donc c'est des décennies et des décennies au service de cette photographie qu'on peut considérer vraiment comme commerciale. C'est de la photographie de commande qui sert là à illustrer, à vendre de la mode. Ici, une autre image que vous connaissez certainement de Richard Avedon. Cette photographie qui date de 1955, qui avait été faite pour le Harper's Bazaar, la concurrence, où on voit qu'elle a été faite pendant les collections parisiennes. C'était une façon de présenter les collections, mais l'idée brillante qu'a eue Avedon était de photographier son mannequin dans sa magnifique robe de soirée, sa robe Dior, au milieu des éléphants. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette photographie qui est venue iconique, ce qui m'interpelle, c'est que cette photographie-là, et vous voyez ici, c'est une image que j'ai récupérée, qui était la promotion du moment où on a vendu ce tirage en 2010, pardon, donc il y a 13 ans de ça. Cette photographie, elle a été l'une des photographies, en tout cas dans le domaine de la mode, vendue la plus chère au monde, 841 000 € pour un seul tirage. Et ce qui m'interpelle ici, c'est qu'il s'agissait de cette photographie-là qui avait été une commande pour un magazine et qui était destinée à vivre un mois à peine, puisque cette image, une fois qu'elle a été publiée, ensuite elle a été mise à la poubelle et remplacée évidemment par beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, ce type de photographie de mode en particulier, et notamment avec des photographes comme Avedon, se vend très très cher. Il y a vraiment un engouement fort depuis, je dirais, les années 2000 pour la photographie de mode et qui atteint des prix très 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 élevés. Un autre grand nom de la photographie de mode, là je vous montre une image, j'aurais pu en choisir une autre, Helmut Newton, qui est cet autre grand nom de la photographie de mode, qui finalement aujourd'hui on connaît plus pour son travail qui est aussi exposé dans les musées. Et là aussi, pour moi, il y a eu un passage assez intéressant dans les années 2000. Là, peut-être avez-vous vu ça à Paris. Il avait eu une très très grande exposition au Grand Palais en 2012 qui avait fait vraiment l'événement. Et c'est assez intéressant de voir qu'un photographe qui a fait toute sa carrière au service des magazines et qui n'a fait que de la photographie de mode, qui n'avait pas une carrière indépendante, parallèle en tant qu'artiste, eh bien, se retrouve sur les murs d'un grand palais où on va le célébrer comme grand artiste. Et pour revenir à monsieur Irving Penn, dont je vous ai montré un travail tout à l'heure, qui a commencé très jeune au service du magazine Vogue, il va travailler 60 ans pour le magazine en tant que photographe de mode. Et là, je vous montre une image qu'il a faite en 1950. Eh bien, ce même Irving Penn a eu une très grande exposition en 2017 au Metropolitan Museum of Art à New York, ce temple de l'art. Et là aussi, ça m'interpelle de voir que la tête d'affiche du temple de l'art new-yorkais, qui est l'équivalent du Louvre pour Paris, eh bien, la grande exposition, c'est une exposition d'un photographe qui a fait toute sa carrière dans la mode. Donc aujourd'hui,
cette photographie de mode que je viens de vous présenter, on se rend compte qu'elle a fait vraiment ce passage sur les murs des musées et des plus grands musées. J'avais travaillé il y a une dizaine d'années dans les archives du magazine Vogue, et c'est la raison pour laquelle je vous ai montré toutes ces images, où j'avais pu aller regarder dans les boîtes, puisque une fois que la photographie elle est publiée, et bien ensuite on la remet dans une boîte et elle dort. Soit on la jette, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues, mais il y a aussi des choses qui ont été conservées. Et généralement, on ne va pas republier une même image. Donc une fois que l'image est sortie dans un numéro, ensuite elle peut dormir et être oubliée. Et ce qui m'avait frappé, c'est de voir la richesse que possèdent notamment les archives Condé Nast. J'avais fait une exposition qui réunissait 100 ans de photographie de mode à travers les archives Condé Nast. Et il y a un livre également qui existe. Je vous montre quelques vues de l'exposition. C'est une exposition qui avait circulé dans 15 pays dans le monde, qui était vraiment pour moi une façon de traverser cette histoire de la photographie de mode, en montrant des tirages que j'avais donc trouvés dans les archives. Les archives Condé Nast, pour vous donner une idée, c'est 7 millions de photographies, et dans lesquelles on trouve les plus grands noms de la photographie. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est de me rendre compte que les gens restent pendant des décennies. Helmut Newton, il a travaillé 40 ans pour Condé Nast. Je vous ai parlé d'Irving Penn, 60 ans. Avedon a fait sa carrière entre Harper's Bazaar et Vogue. Donc on a des gens qui font des carrières entières dans le cadre d'une photographie purement commerciale. Et donc, cette exposition, je vous montre plusieurs vues, elle a circulé sous forme de tirage sur les murs. Ce que je veux dire aussi par là, ce qui m'intéresse, c'est que ces images, elles n'étaient jamais destinées à être mises dans des cadres et exposées. Elles étaient uniquement destinées à être reproduites avec du texte, avec une légende qui dit que la robe, l'accessoire, etc., le maquillage et le nom du mannequin. Mais en aucun cas elle était destinée à avoir un autre usage que d'être publiée. Aujourd'hui, ces images-là, elles appartiennent à notre histoire, et puis on se rend compte qu'au-delà même de ce premier usage qui est celui du magazine, elles nous racontent quelque chose d'intéressant de notre monde, et elles nous racontent aussi quelque chose de la façon dont on a voulu représenter la beauté, l'élégance, la mode, c'est vraiment la façon de se montrer au monde. Et ces images, elles ont évidemment une grande influence sur nous, parce que ces photographies qu'on feuillette dans les magazines, qu'on a feuilletées pendant très longtemps dans les magazines, aujourd'hui c'est plutôt sur Internet, mais elles continuent d'exister, ces images-là, elles nous influencent dans la façon dont on va penser à la beauté. J'ai découvert il y a 2 semaines qu'un certain monsieur Pinault allait faire son marché dans les archives Condé Nast. Il a acheté plus de 1000 tirages dans les boîtes que j'avais parcourues à l'époque. Et M. Pinault, donc, pour sa collection, a acheté ce qu'il appelle aujourd'hui, vous voyez ici le livre qui va sortir dans une semaine, Trésor photographique du XXe siècle, Chronorama. C'est une histoire de la photographie de mode à travers les archives Condé Nast, et avec une exposition qui va ouvrir à Venise, au Palazzo Grassi, le 10 mars. Donc si vous vous rendez à Venise dans les prochaines semaines ou prochains mois, courez voir cette exposition, parce que je peux vous dire que les archives Condé Nast sont absolument magnifiques. Mais voilà, aujourd'hui, elle se trouve entre mains privées, en tout cas Condé Nast, qui est toujours donc, ce monde de l'édition de magazines, a vendu une partie des archives. Ça continue aujourd'hui, cette tradition se poursuit. Vous pouvez continuer d'acheter en kiosque un magazine comme Vanity Fair. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec ces photographes. Ici, le travail d'Eric Madigan-Heck, qui est un photographe d'une 30aine d'années, qui donc, comme un monsieur Steichen à l'époque ou Irving Penn à l'époque, gagne sa vie en vendant son travail pour les magazines. Ici, photographie une célébrité de l'époque. On est toujours dans la même formule. On prend une actrice, Nathalie Portman, et puis on la met dans une belle robe, et puis on prend un photographe de mode talentueux, et puis ça nous fait une couverture. Et en même temps, ce même photographe de mode, aujourd'hui, il utilise maintenant Internet, sa page Instagram, pour montrer son travail. Et puis, il fait aussi des expositions. Là, je vous montre l'affiche d'une exposition que j'avais faite avec lui
au musée des Beaux-Arts du Locle. Ce qui m'intéressait, c'était à nouveau de sortir cette photographie qu'il a faite pour les magazines, que je trouve très belle comme image en tant que telle. Et puis, qu'est-ce que ça donne quand on les met sur les murs d'un musée qui s'appelle un musée des Beaux-Arts? Là aussi, ce déplacement, et la photographie permet ce déplacement, est assez intéressant. Et ces dernières années, j'ai fait l'exercice avec différents photographes. Viviane Sassen, qui est une photographe néerlandaise, qui a cette carrière maintenant. C'est assez intéressant, c'est qu'autant à Helmut Newton ou à Avedon, pendant longtemps, ils ne pensaient pas en termes d'exposition, mais aujourd'hui, la nouvelle génération, ils pensent à la fois pour les murs du musée et à la fois pour... et là, vous voyez, elle a travaillé, Viviane Sassen, pour Louis Vuitton. Ils passent de l'un à l'autre sans aucun problème. C'est le même artiste, ce n'est pas deux œuvres parallèles. Pour eux, c'est la même chose. Et ça peut être soit une campagne de publicité, soit ça peut être sur les murs du musée. L'année dernière, j'avais fait une exposition avec un photographe français, franco-suisse, Erwan Fretin, où j'avais là aussi travaillé avec lui à travers ses archives de photographie commerciale et regarder qu'est-ce que ça donne quand on enlève les légendes et puis on les mélange et qu'est-ce que ça donne sur les murs d'une exposition. Je l'avais intégré dans une exposition où j'avais accueilli aussi une nouvelle génération de photographes qui sont la génération de photographes plutôt nés sur Internet, qui ne se sont pas éduqués à travers forcément les écoles, mais plutôt à travers Internet ou YouTube ou les réseaux sociaux. Et c'était des photographes uniquement noirs. C'était aussi le propos, c'est une exposition qui avait été faite aux États-Unis. Ça s'appelait The New Black Vanguard et qui montrait qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération. Vous voyez quelques vues de l'exposition que j'avais montrée. Il y a une nouvelle génération de photographes qui s'adressent aux réseaux sociaux, qui s'adressent aux magazines, qui travaillent aussi pour ces grands titres Vanity Fair ou Vogue encore aujourd'hui, et d'autres magazines, mais qui, à 25 ans, 30 ans, 35 ans, parce que c'est la génération qui était présentée là, ne voient aucun problème de se retrouver en parallèle sur les murs du musée, et leur image, elle circule, elle voyage comme ça dans ces différents contextes. Et ce qui m'a aussi interpellée, c'est de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des magazines. Et là, vous voyez des magazines qui ont fait toute leur vente sur la qualité photographique de leur couverture. Ce qui m'a frappée, après 100 ans où on a vraiment mis en valeur la photographie en couverture, et c'est toujours le cas aujourd'hui, en 2020, il y a eu un petit aparté où le Vogue américain a commandé 2 peintures pour illustrer le numéro de septembre. On est en 2020, c'était au moment des Black Lives Matter, donc c'était une façon aussi de montrer, en donnant la voix à des artistes noirs et des artistes en particulier. Et quelque part, pour moi, c'était aussi faire ce lien avec une tradition qu'avait eu le Vogue au début du siècle avec ses grands illustrateurs. Voilà, ça c'est le Vogue d'aujourd'hui. Si vous allez l'acheter aujourd'hui en kiosque, c'est ce que vous allez avoir. On revient bien sûr à la photographie. Je fais un peu de publicité. Je vais ouvrir le 11 mars, non pas à Photo Élysée à Lausanne, mais une exposition que j'ai faite il y a 2 ans, 3 ans, juste avant le Covid, autour de la nouvelle photographie de mode, qui était pour moi aussi une façon de m'intéresser à qu'est-ce que nous disent les nouveaux photographes, avec un Eric Madigan-Egg, comme je viens de vous le montrer, ou une Viviane Sassen, mais d'autres noms comme Coco Capitan, des photographes. Comment ces gens-là, aujourd'hui, abordent un sujet qui a vraiment une histoire déjà très très longue. Voilà, je vous montre quelques images qui sont de la photographie contemporaine. Ce qui me frappe, c'est comment on redit toujours la même chose, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est la photographie de mode? C'est toujours vendre une histoire, la même histoire. On vend des beaux vêtements, on vend des personnes plutôt jeunes, plutôt lisses, plutôt blanches souvent, des corps qui sont ceux auxquels on souhaite ressembler. Et comment on fait pour ne pas être redondant et ne pas répéter toujours la même chose? Et c'est là que je me dis qu'il faut, quand on travaille dans ce domaine, il faut avoir beaucoup de créativité, parce que savoir que son image, elle va être présentée une fois, puis ensuite être oubliée parce que remplacée par d'autres. La durée de vie d'une image de mode est très très courte, et en fait, il y en a des milliers qui vont arriver après vous, et puis il y en a des milliers qui existaient avant vous. Donc comment on fait pour rester créatif alors qu'on a toujours un peu la même formule? Là, je vous montre un photographe, là encore, qui fait une carrière depuis 45 ans dans ce domaine, Nick Knight,
comment on fait quand on doit chaque mois, quand on travaille pour un magazine, réinventer quelque chose. Là, par exemple, cette image qu'il a faite pour Alexander McQueen, il avait placé, je crois, une vingtaine de serpents vivants sur le modèle. Vous voyez le visage, mais c'était des vrais serpents. Donc voilà, on cherche des idées, on cherche un peu à choquer. Cette photographie de mode, elle nous intéresse parce que des fois, elle vient un peu nous bousculer, elle vient un peu nous montrer quelque chose qui est un peu dérangeant. Ça ne veut pas dire qu'on va aller acheter cette robe-là, mais elle est là un peu pour nous interroger. Et cette image qui a été faite pour de la publicité, pour vendre la marque Alexander McQueen, eh bien, on la retrouve aussi sur les murs d'un musée. Ça, c'est l'exposition que j'avais faite. Et c'est ce qui m'avait aussi interpellée, c'est de voir à quel point le photographe, à ce moment-là, joue avec l'échelle. Et une image qui est normalement d'une taille d'un magazine, c'est jamais plus grand que ça, et bien soudain, elle prend une hauteur complètement différente, parce que je vous le rappelle, la photographie, ça voyage, et ça peut prendre des dimensions monumentales. Pour terminer, c'est un sujet que je continue à rechercher, et je regarde aussi du côté de la toute nouvelle génération. Et là, c'est un projet que j'avais présenté juste avant de partir au Musée des Beaux-Arts du Locle, un projet que j'avais fait en collaboration avec l'ECAL, qui a travaillé avec Jean-Paul Gaultier, la marque Jean-Paul Gaultier. Et c'était à l'origine un workshop qui avait été donné aux étudiants. Donc on est auprès d'une génération qui ont 25 ans, qui se destine à travailler dans le monde de l'image et peut-être de la photographie commerciale. En tout cas, ils doivent apprendre à créer des images et on leur apprend en fait aussi à travailler avec des clients. Donc là, c'est Jean-Paul Gaultier, la marque, est venu à l'école et leur a donné un brief qui était de faire des images qui illustrent le parfum. Et on leur a donné les flacons de parfum, le mâle, la femme et le parfum Scandale. Et ils devaient créer une iconographie autour de ces parfums. Et quand j'avais entendu parler du projet, évidemment, mon intérêt pour la photographie de mode, ça m'avait titillé. J'étais allée jeter un œil dans le workshop. Et quand j'avais vu leur image, qui devait... Si Jean-Paul Gaultier, la marque, allait aimer leur travail, on leur avait promis qu'éventuellement, on allait peut-être prendre quelques images, puis on allait les diffuser sur l'Instagram de Jean-Paul Gaultier. Mais rien n'était sûr, on était dans le cadre scolaire. Et là, moi, quand je suis allée, je leur ai dit, mais et si on faisait une exposition? Regardons ce qui se passe, vous qui pensez votre image éventuellement pour un téléphone, et en espérant que ça va attirer le regard de Jean-Paul Gaultier, qu'est-ce qui se passe si on les met dans l'espace d'exposition? Et là, c'était dans la suite du workshop, je leur avais donné carte blanche et je leur avais dit, mais venez prendre possession de nos murs. Donc voilà, ce qui m'avait intéressé, c'est de voir qu'ils avaient créé des coussins, vous voyez, les poufs, où ils avaient imprimé des images. Et là, leur idée, c'était que les gens puissent se coucher sur ces poufs. Et puis, ils avaient imprimé des très grands papiers peints. Puis parfois, ces papiers peints, ils dégoulinaient même. Et puis, ils tombaient sur le sol. Donc là aussi, c'était intéressant. Le mur du musée était là comme support, mais était prêt à accueillir leur œuvre d'une manière bien différente d'un tirage dans un cadre. Et puis récemment, j'ai appris qu'ils avaient continué à travailler sur le projet, que ce projet, finalement, il avait plu à Jean-Paul Gaultier et qu'il avait été montré pendant 3 jours à Paris dans la maison mère de Jean-Paul Gaultier, à l'endroit où ils font les défilés. J'étais allée voir par curiosité comment était cette installation chez Jean-Paul Gaultier. Et j'avais été assez impressionnée par l'évolution du projet et de voir à quel point les élèves avaient continué à travailler. Et donc là, je les ai invités à faire une 3e version pour Lausanne. Et on va ouvrir ça la semaine prochaine. Et je vous montre, c'est des photos qu'on a fait hier soir. On est encore en installation. Comment ces images, elles peuvent continuer à vivre et à prendre d'autres formes. Et là, le parti pris de ces étudiants, moi je leur ai donné un espace dans le musée, c'est de tout imprimer sur tissu, sur des voiles, et jouer avec les transparences. Donc vous voyez, on a mis ici quelqu'un qui pose juste pour donner la question de l'échelle, et puis on déambule dans un espace assez immersif qui est censé nous donner quelque chose de cette idée d'entrer dans l'image et de vivre une expérience à l'intérieur de l'image. Je vais m'arrêter là. Et pour terminer, j'ai amené cette vidéo
qui montre à quel point cette idée de photographie de mode, de travailler autour de la notion du corps, qu'est-ce qu'on a envie de raconter sur le corps, qu'est-ce qu'on a envie de raconter de la beauté, de la métamorphose, du jeu des accessoires et des vêtements, eh bien, inspire les artistes depuis très longtemps. Et ça prend des formes physiques dans le magazine, la page imprimée, mais ça prend aussi des formes, vous l'avez vu, physiques sur les murs du musée. Et évidemment, ça prend des formes sur l'écran au niveau numérique. Et je n'ai pas évoqué ça aujourd'hui, mais tout ce que je vous raconte là, évidemment, on se rend compte que les photographes ne se satisfont pas uniquement de l'image fixe aujourd'hui, mais déploient cette photographie de mode aussi avec une image en mouvement. Et ce travail que je vous montre ici, c'est un travail qui a été fait il y a quelques années par un photographe, Solveig Sundsbo, qui développe maintenant, les photographes, on leur demande pas seulement de travailler pour l'image fixe et les magazines ou les réseaux sociaux, mais on leur demande beaucoup de vidéos, de l'image en mouvement, parce que vous le savez, dès que l'image bouge, ça nous attire encore plus l'œil, et en tant que publicitaire, on a vraiment besoin aussi toujours d'attirer l'œil. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était passionnant. Peut-être on va prendre quelques questions avec le public. D'abord, merci à Swissmed Culture ou Culture. Merci à Nathalie. Ça fait 10 ans qu'on pensait qu'une opération à cran serait une bonne idée. J'espère aussi que l'intérêt commun se dirigera peut-être un jour vers un festival photo pensé il y a 10 ans, et c'est assez amusant. À l'époque, lorsque vous êtes venu ici avec le projet de faire un festival photo, vous aviez l'idée de faire venir Michel Romner et Bill Viola, donc transition avec les vidéastes, et j'espère bien que M. Ferraud et François encourageront donc un festival qui permettra de concrétiser tout ça. Au-delà de ça, je signalerai aussi vos centres d'intérêt pour l'architecture et entre autres pour le Corbusier. Je pense qu'ici, il faut en Suisse, il faut le savoir. Et puis, voilà, donc j'espère que toutes les personnes ici encourageront donc un futur festival photo auquel vous pourrez apporter votre concours. C'est quoi la question? Parce qu'on réunit François et M. Ferraud, et j'espère que dans un travail commun, ce festival photo prendra forme un jour ou l'autre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jean-Bernard Montalet. Non, peut-être deux questions. La première, c'était, vous avez souligné l'importance de la photographie de mode comme travail de commande pour des artistes. À quel point est-ce que c'est différent du travail finalement de la peinture classique qui travaillait aussi sur commande, qui travaillait avec voilà, des lignes qui étaient assez claires, et pas forcément pour de l'art qui a juste vocation à être affiché dans un musée qui n'existait pas à l'époque en plus. Et là, je pense qu'il y a peut-être des parallèles ou des différences qui sont intéressantes à souligner. Deuxième petite question, vous avez parlé avant des applications et notamment de la photographie d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait l'histoire de la photo pour des applications comme Snapchat ou même sur Instagram avec des photos qui disparaissent et qui ont une volonté du coup de durée de vie qui est vraiment extrêmement courte, et ça à quel point est-ce que ça change votre travail et de façon plus générale la photographie de muséale en fait. Merci pour ces deux questions qui sont deux grands sujets assez différents. En effet, bon, la photographie de commande, en effet, le photographe de mode, il n'a pas l'idée de faire ça tout seul. Il y a forcément une commande, il y a forcément des gens quand on les attend. Et puis le brief, c'est de vendre l'objet qu'on doit photographier. Généralement, le photographe de mode, il travaille, enfin tout le temps, le photographe de mode travaille avec d'autres gens. Et ce qu'il faut aussi savoir, et j'en ai pas parlé parce que c'est vrai que là on peut valoriser la créativité du photographe et on voit le résultat final, mais c'est souvent un travail qui réunit de très très nombreuses personnes, puisque n'oubliez pas, hein, il y a en dehors du mannequin qui est là, et puis il faut négocier avec le mannequin et le faire poser, mais il faut aussi négocier avec lui, mais il y a des coiffeurs, il y a des maquilleurs, et puis il y a toutes les personnes du magazine, les stylistes, directeurs artistiques, rédacteurs qui sont là. Et puis après, il y a les personnes qui ont choisi les vêtements ou les accessoires qu'on fait poser, qui viennent, et notamment avec aussi des attentes assez précises, puisque ces vêtements qu'on peut montrer d'une manière
plus ou moins atmosphériques ou plus ou moins précises, hein, selon ce qu'on est prêt à montrer. Au fond, à la fin, on a toujours quelqu'un qui paye pour ces vêtements-là ou ces accessoires-là. Et quand vous avez Gucci qui est là et qui a mis de la publicité dans le magazine et ensuite on met dans le rédactionnel des images, eh bien, il faut s'assurer que le sac Gucci, pour prendre un exemple, on le reconnaisse et puis qu'il soit bien valorisé et puis qu'on puisse s'assurer que ça va donner envie à des acheteurs, en tout cas ça va être reconnaissable. Donc le photographe, dans sa façon de travailler, il y a beaucoup d'attentes et puis oui, c'est de la commande et jamais il est laissé complètement seul dans la nature. On lui dit tiens, reviens dans 2 jours et puis j'espère que tu auras des bonnes images. Ce qui se passe aujourd'hui et ce qui rend la chose d'autant plus difficile, c'est qu'auparavant, et c'était pour moi, alors ça fait le lien avec votre question, la deuxième question, c'est que quand je vais dans les archives Condé Nast, et je vous ai montré beaucoup d'images qui datent d'il y a un siècle, ben j'ai les vrais tirages, j'ai vu les Irving Penn où je voyais les planches contact, donc en tant qu'historien de la photographie, on se rend compte des images qui sont prises, mais quand on est dans l'image sur film, donc avant le numérique, évidemment le photographe il maîtrisait en regardant à travers son objectif l'image. Aujourd'hui tout est sur écran, avant même de cliquer on voit l'image qui apparaît en direct sur l'écran, et puis ce que les photographes vivent aujourd'hui c'est que les rédacteurs et puis les publicitaires et puis les maquilleurs et tout le monde vient mettre son grain de sel avant même que la photographie soit prise, simplement en regardant sur l'écran. Et donc là, ça crée évidemment une perte de pouvoir aussi, hein, par rapport à ce que le photographe, peut-être des générations précédentes, pouvait avoir au moment où il était seul derrière son objectif et il décidait quand il prenait sa photographie. Ce qui amène à cette question pour nous, historiens de la photographie et du numérique, et du fait qu'avec le numérique, évidemment, tout change dans la façon dont on va aller rechercher des images. C'est-à-dire que dans les archives de photographes, les photographes qui travaillent en numérique, ils vont décider de garder des traces, mais ils vont choisir les fichiers qu'ils gardent et les autres, ils vont les détruire ou ils vont s'assurer qu'on ne les voit pas. Avec une planche contact, eh bien, on a accès à ça. C'est-à-dire que Irving Penn ou Richard Avedon, eh bien, si on a la planche contact entre les mains, même si l'image choisie c'en est qu'une et l'image publiée c'en est qu'une, on voit quand même tout ce qui s'est passé avant, après. Avec le numérique, tout ça peut disparaître. Donc ça change complètement notre manière d'accéder aussi à ces images. Comment on va travailler à l'avenir quand on n'aura que du numérique? Mais le métier a complètement changé simplement en allant chercher déjà des images sur Internet qu'on n'aurait jamais pu imaginer exister sans qu'elles soient là par hasard et qu'elles apparaissent devant nos yeux. Et puis après, aujourd'hui, que ces applications où l'image est destinée à disparaître, c'est aussi intéressant parce que ça veut dire aussi que toutes les images ne sont pas là pour rester. Le titre de ma conférence, c'était au-delà de la photographie de mode, et je vous montre avec des exemples plutôt classiques des photographies qui ont passé dans les beaux-arts et puis qui ont entré dans les collections, hein, que ce soit des collections privées ou des collections institutionnelles. On considère que ça, il faut garder. Et puis et puis on espère que dans 200 ans, on aura toujours ça entre les mains. Mais la photographie de mode, c'est plein d'images qui sont inintéressantes et qu'il faut oublier immédiatement. On les a parcourues comme ça et on peut les oublier et c'est normal et elles ne sont pas là pour rester. Comme beaucoup d'images sur Internet ne sont pas là pour rester parce que sur le milliard d'images qui flottent en permanence, au fond, la plupart d'entre elles, on peut les oublier immédiatement. Et ces images qui sont destinées à disparaître, certainement la façon dont on les prend, sachant qu'elles vont disparaître, ça libère aussi un geste. Peut-être qu'on peut le faire d'une manière encore plus spontanée où on se dit de toute façon dans 24 heures cette image n'existera plus, donc elle va disparaître. Donc ça libère aussi certainement le geste du photographe, qu'il soit amateur ou professionnel, mais oui, ça va disparaître et en même temps tout ne doit pas être conservé. L'on a souvent reproché à des photographes de guerre de nous montrer des photos très esthétisantes, comme des piétas, enfin des photos que je trouvais superbes. Et que pensez-vous de cela? Et maintenant, dans la photo de mode, je trouve qu'elle est souvent très provocante,
ou que l'on désire montrer des corps plus vieillissants, enfin, que pensez-vous de cela? Bien, vous touchez là à un point central, c'est comment, face à cette multiplication, ce flux d'images constant, mais à tout niveau, tout type d'image, que ce soit l'image de guerre, l'image d'actualité, comme l'image de mode, on est dans deux cas où on a une quantité d'images qui sont sous nos yeux en permanence. Comment on fait pour attirer l'œil? Ben, le photographe de guerre, l'une de ses stratégies, c'est de faire des images qui attirent notre œil par une certaine esthétique. Et rappelez-vous les images de Sebastião Salgado, c'est des images qui montrent des scènes, si vous pensez au travail qu'il a fait au Brésil, des scènes dramatiques, des conditions de vie dramatiques, mais quelque part c'est des images où la famine en Somalie, peut-être vous vous souvenez de ça dans les années 1990, c'est des images qui ont fait la une et dont on se souvient parce que quelque part dans ce drame, elle nous a frappés par leur esthétisme. Et donc là, il y a quelque part, pour moi, c'est une stratégie aussi du photographe de ne pas nous rendre indifférents. De même, dans la photographie de mode qui est là uniquement pour nous montrer quelque chose qui est soi-disant beau, ben parfois il faut venir nous bousculer pour qu'on regarde. Parce qu'à force de voir autant d'images, on ne les regarde plus, on est complètement indifférent et elles passent très vite. Mais si une image est là, puis vous voyez un corps d'une femme plutôt âgée, on n'a pas tellement l'habitude de voir ça, ou d'une personne qui n'a pas la silhouette qu'on attendrait, là non plus, on ne nous a pas habitués à voir ça, ben vous allez vous en souvenir de cette image-là. C'est aussi une façon d'interpeller notre regard et de nous rendre attentifs. Il y a différentes, dans les deux cas, c'est des stratégies aussi de photographes qui sont là pour contrer cette indifférence que nous avons aussi face à ce flux d'images. Voilà, avant de passer à un verre de l'amitié, nous avons un petit cadeau de Grand Montana avec votre nom gravé sur nos ardoises. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.